Europe Soir. Et sur Europe 1, c'est à présent le quart d'heure des éditorialistes d'Europe Soir, Nicolas Poincaré. Avec Olivier Duhamel pour la politique, Carole Ferry pour l'économie qui va nous parler dans un instant du salaire des grands patrons, François Clémenceau pour l'étranger qui lui nous parlera des bombardements d'Israël en Syrie. Mais on commence avec la politique. Bonsoir Olivier Duhamel. Bonsoir Nicolas Poincaré, bonsoir à tous. Émilie Bonneau vient de nous le dire, il y a encore une incertitude pour le parrainage de certains petits candidats comme Philippe Poutou, Jacques Cheminade ou Jean Lassalle. On ne sait pas donc combien ils seront exactement en lice pour le premier tour, entre 8 et 11 selon ce qui sera annoncé demain par le Conseil constitutionnel. Vous appelez ça l'hyper-pluralisme, ce qui est un terme savant pour nous dire que vous trouvez qu'il y a trop de petits candidats à la présidentielle. Oh, ça avance pas tellement compliqué, hein. Hypermarché, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Hyper-pluralisme, il n'y a que vous qui venez me chercher pour rien sur ce truc-là. Hein. Non, c'est pas tellement qu'il y ait des petits candidats. Le problème, c'est que il y a quand même des candidats qui ne représentent rien. Et il y a même des candidats complotistes. Il y a des candidats qui ne sont animés que par le narcissisme et la volonté de passer à la télé, ce qui est quand même pas très sain. Il y a des candidats qui vont l'être pour la 3e fois à Cheminade s'il y arrive. On est tout courant que Cheminade veut conquérir Mars. Je veux dire, mais on va se taper une 3e campagne présidentielle où il va nous parler de Mars. Asselineau déjà qui les a. J'ai entendu un reportage sur Europe Matin l'autre jour d'un maire rural et on lui disait alors mais pourquoi est-ce que vous avez donné votre parrainage à Asselineau? C'est parce que vous avez il vous plaît dans son programme? Qu'est-ce qui vous plaît dans son programme? Et il a répondu je sais pas, je connais pas son programme. Ah bon, mais pourquoi vous l'avez parrainé? C'est le premier qui est venu me voir. Je veux dire, c'est quand même un problème. Donc oui, je pense que en effet, il faudrait trouver des solutions pour qu'il y en ait moins. Ça, il y a quelque chose qui va pas. Alors, il y a quelque chose de particulier aussi, on le sait, c'est que dans la dernière période de la campagne, les petits candidats auront exactement le même temps de parole à la radio et à la télé que tous les autres. Alors là, Nicolas Poincaré, maintenant que vous avez compris ce que ça voulait dire hyper-présidentialisme, vous voyez, il y a un deuxième hyper-présidentialisme, c'est celui... pluralisme, pardon, voilà, ça y est, je me trompe moi-même. Hyper-pluralisme, avec vos mots savants, là, vous embrouillez dans vos mots savants. C'est vous qui êtes ignare. Bon, alors, avec l'hyper-pluralisme politique des candidats, il y a l'hyper-pluralisme médiatique, avec ses règles de temps d'équité, et puis après temps de parole, temps d'antenne, et puis après l'égalité complète. Donc, si vous avez plein de candidats, dont des starbes, des escrocs peut-être, des complotistes en diable, et de l'autre côté, que vous donnez le même temps de parole à ces zozos et à des gens qui représentent vraiment des courants politiques, ça ne marche plus. Il n'y a plus de débat. En plus, d'abord, non seulement ça ne marche plus, mais en plus, c'est complètement injuste, parce que ça s'impose aux radios et aux télés, mais ça s'impose pas à la presse écrite, et ça s'impose pas aux réseaux sociaux, et on sait que les réseaux sociaux sont devenus une source d'information prioritaire chez les jeunes, donc c'est complètement déglingué de ce côté-là, et c'est absurde parce que ça tue le débat. Donc les deux pluralisme, vous voyez, hyper-pluralisme, ça y est, vous avez compris? Les deux hyper-pluralismes ensemble aboutissent à une cacophonie. À une cacophonie. Alors, quelle solution pour l'avenir? Eh bien, la solution, c'est que il faudrait restreindre quand même le nombre des candidats, par exemple en disant que ce sont les maires seulement des villes de plus de 10 000 habitants. Alors, comme 95% des maires sont des maires de moins de 10 000, ça en ferait déjà beaucoup moins. Mais évidemment, si je dis ça, on va dire, mais quel élitiste, ce type, la France d'en haut. Il n'aime pas les maires ruraux. Voilà. Non, mais j'ai rien contre les maires ruraux, sauf les maires ruraux qui savent même pas ce que pense le candidat qui parraine. Mais on pourrait ajouter, ou 1 million de citoyens. Et à ce moment-là, voilà, on a un truc ouvert, mais à des gens qui représentent quelque chose. Et puis alors, l'autre solution, évidemment, ce serait qu'on abandonne ces règles de chronométrer les trucs. On est le seul pays du monde, avec peut-être la Bulgarie, qui pratique cette espèce de chronométrage. Les médias savent faire le boulot. Pourquoi les réseaux sociaux, on les laisse? Pourquoi la presse, on dit qu'ils savent faire le boulot? Et pourquoi nous, on nous prend pour des débiles? Bon, et vous pensez être entendu? Alors, écoutez, peut-être, parce que vous avez des auditeurs, Nicolas Poincaré. Mais entendu, non, je ne pense pas être entendu, parce que, évidemment, ce que je dis est à contre-courant du populisme ambiant, où les grands candidats, qu'est-ce qu'ils sont méchants et tout, oui, les petits candidats, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Donc, je pense que je serai peut-être entendu dans 10-15 ans, quoi. On suivra ça. Merci beaucoup, Olivier Duhamel, et on vous retrouve sur Europe 1 demain à 10h avec Natacha Polony pour Mediapolis. On en vient à la chronique écho de Carole Ferry. Bonsoir Carole. Bonsoir. Et vous nous parlez ce soir de la rémunération des grands patrons, sujet sensible, rémunération qui va être mieux encadrée. Un décret de la loi Sapin 2 a été publié aujourd'hui même au journal officiel. Il permet désormais aux actionnaires d'avoir un droit de veto sur la rémunération des dirigeants. Exactement, les actionnaires vont pouvoir dire non, nous refusons la rémunération réclamée par les dirigeants de l'entreprise. Jusqu'à présent, chaque fois que les actionnaires s'y sont opposés, ils se sont heurtés
à un mur. C'est ce qui s'est passé avec Carlos Ghosn, par exemple. L'État actionnaire a tenté de s'opposer à la rémunération du dirigeant de Renault-Nissan, 15 millions d'euros par an quand même. Mais la bataille était extrêmement ardue et les résultats bien maigres. Le cas s'est encore présenté cette semaine avec le patron du groupe de restauration collective Elior. Son patron Philippe Salle devait toucher plus de 4 millions d'euros de salaire en 2017. Les actionnaires ont dit non, c'est trop. Trop en particulier pour le patron d'une entreprise qui n'est même pas au CAC 40. Sauf que ça, c'était avant la parution de ce décret. Et du coup, rien n'oblige le conseil d'administration à en tenir compte. Voilà, mais sauf qu'à partir d'aujourd'hui, donc ça change. Eh bien oui, en tout cas sur la part variable et exceptionnelle de la rémunération, la prime qui s'ajoute au salaire fixe si vous voulez et qui dépend généralement des résultats de l'entreprise. Alors désormais, lors de leur assemblée générale, les actionnaires pourront dire nous sommes contre le montant de cette rémunération et ce que l'on nous explique à Bercy, c'est que quand les actionnaires diront non, eh bien cette part variable, cette prime ne pourra pas être versée. Le conseil d'administration aura donc deux solutions, soit renoncer à cette rémunération variable, soit proposer un montant inférieur en espérant qu'il soit accepté. Et à votre avis, Carole Ferry, c'est efficace tout ça ? Ce qui est vrai, c'est que les actionnaires ne peuvent mettre leur veto que sur la part variable de la rémunération. Donc rien n'empêche le conseil d'administration d'augmenter le salaire fixe. Mais ce qui est vrai également, c'est que c'est extrêmement compliqué d'encadrer ces salaires. François Hollande a tenté de le faire au début de son quinquennat et finalement, seuls les dirigeants d'entreprises publiques sont aujourd'hui plafonnés sur leur salaire. Car quand l'État tente de quitter son périmètre, eh bien, il se heurte à un mur juridique, semble-t-il, infranchissable. L'entreprise est une affaire privée. Alors il faudra voir dans les mois qui viennent si les actionnaires utilisent ce nouvel outil mis à leur disposition. Un outil très utilisé en tout cas dans le modèle anglo-saxon, c'est ce qu'on appelle le say on pay, qu'on pourrait traduire par donner son avis sur le salaire. Il faudra voir également s'il y a des contournements de la loi. Mais une chose est sûre, c'est que les mentalités sont quand même en train d'évoluer. Il y a aujourd'hui une vraie volonté des actionnaires, des petits actionnaires en particulier, d'avoir un vrai regard sur le salaire des patrons et surtout sur les performances qui vont avec. Voilà ce que nous dit Carole Ferry. Un commentaire, Olivier Duhamel. Pourquoi nous, on ne nous ajoute pas des parts variables ? Moi, je veux bien. Bon, eh bien c'est noté. Il l'a dit, il veut une part variable. On en vient à l'édito étranger de François Clémenceau.